suis un retraité un peu actif, c'est-à-dire que j'ai pris ma retraite de l'éducation nationale où j'assurais l'enseignement de l'anglais en cagne BL, c'est-à-dire une cagne qui mélange le littéraire, le mathématique et les sciences économiques et sociales au lycée Henri IV. J'ai développé une activité d'intervention en entreprise que j'ai depuis assez longtemps parce que j'y ai été entraîné par Jean-François Roux à l'époque où il avait créé l'Institut du Management chez EDF. Et puis, en dehors de ça, j'ai des conférences plus culturelles, mais la grande majorité de mon activité, ce sont les entreprises. Alors ça, c'était une idée qu'on avait développée, je ne sais pas qui d'ailleurs a eu véritablement l'idée. Il y a environ un peu plus de 20 ans, quand Jean-François Roux a créé l'Institut du Management à EDF, et quand ensuite Patrick Dumonteau a été chargé par Daniel Lebel de créer l'Université de la Caisse des dépôts, c'est clair qu'à ce moment-là, il y avait un livre qui sortait, qui était de François Julien, qui s'appelait Le détour et l'accès. Et je sais pas, on est tous tombés d'accord sur l'idée que peut-être le meilleur moyen d'avoir accès à un certain nombre de choses, dont par exemple une réflexion sur le leadership, sur le management, c'était probablement de passer par des détours. Je crois que la première qualité du leader, c'est de rester vigilant ou lucide sur elle-même ou sur lui-même. Fred Greenstein, qui a eu la chaire de leadership à Princeton pendant des années, avait glané ça chez Max Weber, dans une conférence que Max Weber avait fait à Berlin en 19. Et Max Weber disait que le plus important pour un leader, c'était de parvenir, le mot anglais c'est taming, à une domestication d'elle-même ou de lui-même. Et je pense que cette lucidité sur soi, qui évite de commencer à y croire trop vite, ou à s'y croire trop vite, ce qui est un gros problème. Peut-être de trop regarder le dedans de l'entreprise et de ne pas assez s'ouvrir sur le dehors de l'entreprise. Au fond, l'entreprise, elle n'est pas destinée à elle-même, elle est destinée au monde. Sa légitimité, c'est de servir effectivement en partie le monde. C'est ça, c'est parce qu'elle sert le monde que le monde la reconnaît et que le monde reconnaît le besoin qu'il a d'elle. Je crois que c'est les deux. Je crois que c'est les deux. Moi, ce qui m'inquiète toujours un peu, c'est quand... Il y a parfois dans les entreprises un petit snobisme de l'innovation de rupture. Tant que ça ne sera pas de l'innovation de rupture, ça ne nous intéresse pas, ça ne nous concerne pas. Est-ce que l'innovation incrémentielle ou incrémentale, c'est vraiment de l'innovation? Est-ce que c'est pas tout simplement de... Moi, je pense que un grand leader, c'est quelqu'un qui sait valoriser tous les petits progrès, tous les petits mouvements, tout ce qui refuse de céder au répétitif, à l'itératif, au reproductible, etc. Et même quand on... Moi, j'ai toujours gardé l'exemple de Picasso. Picasso, c'est quelqu'un qui, quand il n'avait pas trop de pulsions thématiques essentielles, il prenait des tableaux qui existaient déjà et puis il les transformait. En 1957, entre je crois le 18 août et le 31 décembre 1957, Picasso a quand même produit 58 variations des Bénines de Velázquez qu'il considérait comme le plus grand tableau de l'histoire de la peinture. Et produire 58 variations des Bénines de Velázquez, ça révèle quand même une agilité intérieure qui est absolument prodigieuse. Je pense qu'effectivement, c'est la vieille formule de Platon dans le politique, le leader étant celui qui combine les conquérants et les occupants et qui ne laisse pas les conquérants aller jusqu'au bout de leur logique sans les combiner avec les occupants, ni les occupants aller jusqu'au bout de leur logique sans les combiner avec des conquérants. Je crois que ça c'est très important. Un leader, c'est la phrase ou l'idée de Platon qu'il confie à Socrate, pour que Socrate l'exprime bien sûr, c'est cette idée que le leader est probablement pas tant un pasteur qu'un tisserand, quelqu'un qui croise les compétences. Moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'il m'arrive de rencontrer de jeunes patrons de start-up, de jeunes créateurs de start-up extrêmement brillants, qui sont finalement des conquérants. Et puis, je m'aperçois où ils me confient qu'au bout d'un moment, ils ne peuvent pas rester des conquérants, il faut qu'il y ait aussi de l'occupation. Dieu sait que je demande aux gens d'être très vigilants sur le process. Le process doit rester au service de l'entreprise et si l'entreprise se met elle-même au service du process, on est dans la perversion. Mais c'est vrai que sans process, il n'y a pas d'entreprise, il n'y a pas de communauté, il n'y a pas de lisibilité de la communauté par ceux qui lui appartiennent.
Et donc, moi, je dirais probablement Les Ambassadeurs de Holbein, qui est une œuvre absolument essentielle, où Holbein a montré deux personnages, deux leaders, qui prennent conscience dans le tableau que leur leadership est menacé, et qui en même temps mettent en place dans ce même tableau à la fois les signes de la menace et peut-être l'obligation de conscience qui leur permettra de faire face à la menace et de rebondir à partir d'elle. Ah, alors là, je ne suis pas sûr qu'il y en ait une en ce moment-là, mais je pense que cette année, on a eu la chance d'avoir à Paris une exposition qui s'appelait Picasso Mania. Moi, je saurais trop recommander aux gens de retourner au catalogue de cette exposition parce que ça montre comment justement, à partir d'un très grand créateur comme Picasso, on peut rebondir constamment dans d'autres créations. Et pour moi, ça c'est très important. J'avais suggéré à plusieurs entreprises qui m'avaient demandé de venir faire des séminaires sur l'innovation à ce moment-là, qu'elles feraient mieux d'emmener leurs gens voir l'exposition Picasso Mania. Ils auraient probablement plus appris qu'en venant suivre ou participer à un séminaire avec moi.